Bonjour à tous, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne. Cette chaîne est la chaîne donc de Carpe Diem IT, donc société d'informatique depuis 1995. Ma foi, je ne sais pas où vous étiez vous en 1995, mais en 1995 se crée Carpe Diem IT. Donc dans cette chaîne, eh bien, on vous explique un petit peu des technos informatiques, comme au sein de cette vidéo. On vous parle parfois de matériel, on vous parle parfois de logiciels, on accueille parfois des partenaires. Et ma foi, aujourd'hui, eh bien, on va continuer une série de vidéos sur le sujet du Wi-Fi. Le Wi-Fi, aujourd'hui, on vous explique tout ce qui est arrivé avec le Wi-Fi 5. Et puis même à la fin de cette vidéo, on va aller sur un petit détail, une petite correction que je vais appliquer sur une petite ambiguïté que j'ai peut-être levée lors du Wi-Fi 4. Voilà. Alors donc, en fin de vidéo, on va revenir sur cette petite correction qui est au sujet de la Mac. Voilà, la Mac, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Eh bien, je vous dis ça en fin de vidéo. Allez, on voit tout ça après le jingle. Alors, le Wi-Fi 5, on pourrait peut-être même dire les Wi-Fi 5. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu deux. Il y a eu la Wave 1 et la Wave 2. Et oui, il y a eu deux vagues dans ce Wi-Fi 5. Et alors vraiment, chacune de ces vagues a emporté l'autre, on va dire. Tant il y a eu de nouveautés dans le principe, dans le mode de fonctionnement, dans le mode de, on va dire, de communication entre les périphériques compatibles. Alors déjà, on va planter un tout petit peu le décor. Le Wi-Fi 5, c'est quoi? C'est la norme I3E 802.11ac, date de sortie 2013 pour la vague 1 et date de sortie de la deuxième vague en 2016. Là, c'est un résumé du maximum que pouvait apporter le Wi-Fi 5 lors de la vague 2. Nous allions jusqu'à 6 Go 9. Alors 6 Go 9, c'est toujours les mêmes histoires en Wi-Fi, voire même en réseau d'une façon générale. C'est en cas de vraiment de réception merveilleuse, d'émission merveilleuse, aucune perturbation, quasiment pas d'obstacle, voire même pas d'obstacle du tout. On avait ça avec 8 flux. C'est-à-dire qu'on avait 8 flux qui partaient d'un point A, le point A étant le point d'accès, souvent nommé PA, qui allait jusqu'à un autre point d'accès ou un périphérique, souvent nommé STA. Les flux arrivaient et étaient reçus. Et à partir du moment où il n'y avait pas d'obstacle, eh bien nous arrivions justement à des 6 Go 9 de maximum de débit. Alors, bien évidemment, comme avec le Wi-Fi 4, comme avec les Wi-Fi qui vont d'ailleurs suivre, est-ce que vous avez 8 antennes au sein de votre périphérique? Et il y a de grandes chances que non. Quand vous en avez 2, déjà c'est pas mal. Si vous en avez 4, c'est juste merveilleux. Puis alors si vous en avez 8, alors là, je vous raconte pas. Vous allez tirer le gros lot parce que vous pouvez aller même en Wi-Fi 5 à ce type de débit. Bon, évidemment, il n'y en a que très peu qui peuvent être concernés par ces débits-là. En revanche, quand vous aviez une discussion entre point d'accès et point d'accès, où là, vous étiez susceptible d'avoir ces 8 fameuses antennes, eh bien, vous pourriez, oui, parce que je ne vous l'ai pas dit encore, mais comme pour le Wi-Fi 4, des flux égale des antennes. Voilà, donc quand on vous parle de 8 flux, ça veut dire 8 antennes. Eh bien, si votre point d'accès avait ces fameuses 8 antennes, bah là, vous aviez une discussion, un échange qui pouvait se faire dans les meilleures conditions à ces vitesses-là. Sinon, ce qu'il faut retenir, c'est que le Wi-Fi 4 a apporté un flux unique de 150, 149, 150 mégabits seconde, ce qui est déjà énorme par rapport au Wi-Fi précédent. Eh bien, le Wi-Fi 5, dans la vague 1, a apporté un flux qui allait jusqu'à 433 mégabits seconde, ce qui est là aussi quand même assez énorme. Et puis alors, dans la vague 2, on est monté même jusqu'à 866 mégabits seconde, ce qui vraiment, c'était quasiment du gigabit. Donc là, vous étiez au top du top. Aujourd'hui, on va même encore un peu plus loin dans le mode de diffusion, dans le nombre d'antennes, etc. Mais rendez-vous compte quand même que on n'a pas une équivalence avec un câble réseau parce que tu es déjà revenu sur ce point-là, on ne peut pas comparer un câble réseau avec une onde radio, mais malgré tout, en termes de puissance, on avait quand même quelque chose d'assez énorme. Alors attention, parce qu'il y avait un nouveau PHI qui était valable uniquement sur la bande des 5 GHz. C'est-à-dire que ce type de borne, tel que vous l'avez ici, là c'est une borne Aruba, il n'y a pas de placement de produit. À chaque fois je vous mets une petite borne d'une marque différente. C'est juste une photo pour représenter, on va dire, une techno. Bon, la borne Aruba, là en l'occurrence, si elle était Wi-Fi 5, elle était bibande. En revanche, la bande des 2,4 GHz n'intégrait pas du tout le nouveau PHI qu'on a là, donc il n'y avait pas du tout d'augmentation de débit. C'était plus pour garder une compatibilité avec le parc existant, parce que
comme je vous l'ai dit déjà pas mal de fois dans l'histoire du Wi-Fi, beaucoup de périphériques en 2,4 GHz et aussi bien sûr des périphériques en 5 GHz. Il fallait qu'ils soient compatibles avec le Wi-Fi 5 pour bénéficier de tout ce qu'on va évoquer dans ce Wi-Fi. Sinon, ils étaient rétrogradés au Wi-Fi 4 ou même plus vieux encore. Mais en tout cas, à chaque nouvelle version de Wi-Fi, on avait évidemment une histoire de compatibilité descendante et on avait aussi des nouveaux périphériques qui étaient estampillés dans cette génération-là qui permettaient de bénéficier de l'intégralité de tout ce qu'a apporté le Wi-Fi 5. Et vous allez voir que le Wi-Fi 4 a apporté beaucoup de choses, a déverrouillé beaucoup de choses, mais alors le Wi-Fi 5 a poussé tout cela beaucoup plus loin. Ce n'est pas qu'une histoire de débit, ce n'est pas qu'une histoire de flux, c'est aussi une histoire de nombre de clients arrosés en même temps, j'allais dire, lors d'une transmission Wi-Fi. On avait beaucoup plus de clients qui étaient arrosés ou arrosables selon les caractéristiques du matériel de ces fameux clients. Quand je dis clients, ce sont des clients Wi-Fi, c'est pas nos clients, eux ils étaient utilisateurs, mais par contre voilà, les clients c'est toujours les devices, on va dire. Voilà. Comment on pourrait avancer un petit peu? On va avancer en vous disant que le PHI c'est la couche physique, c'est-à-dire que c'est le moment où on va transférer vraiment vos datas, c'est-à-dire que jusqu'alors c'était des données, vous voyez, des bits, enfin bref, vos données, et à un moment donné c'est transformé dans une onde radio selon plusieurs critères que vous allez pouvoir trouver ici. La modulation, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'on était en QAM ou pas, quel type de QAM par rapport aux interférences qu'il y avait, par rapport à la génération de votre périphérique, par rapport à, là en l'occurrence on était en Wi-Fi 5, donc on est passé à 256 QAM, donc alors 256 QM, mais il n'y a pas que ça. Mais dans la partie modulation, il y avait cela. Après, il y a la partie codage. Donc la partie codage, sans rentrer trop dans des détails, quand vous envoyez un flux Wi-Fi, eh bien vous avez une partie des données, des ondes radio, mais ça représente quand même vos données. Dans la partie des données, eh bien il y avait vos données et puis il y avait une sorte de redondance de ces données pour assurer le bon acheminement entre le point A et le point B. Selon les conditions, les interférences, le nombre de voisins, enfin bon bref, tout ce qui pouvait perturber ou faciliter au contraire l'acheminement de ce flux, eh bien vous aviez un taux de codage qui pouvait être rempli plus de vos data et un peu moins de redondance, de sécurité si vous voulez, pour au cas où le paquet n'arrive pas ou pas correctement, eh bien on se servait d'autres parties de ce codage pour aller acheminer et faire bien acheminer le flux de données. Eh bien selon la largeur du canal exploité, eh bien on avait un flux qui pouvait donc jusqu'à 6 Go 9. Quand je vous dis un flux, c'est pas vrai, c'est un flux de 433 ou de 866 MHz selon la vague dans laquelle on était au niveau du Wi-Fi 5, mais à l'arrivée, ça pouvait nous faire en tout cas un maximum de 6 Go 9, ça c'est vrai. Et puis bien évidemment, j'ai oublié dans le PHI, se décide au moment où le transfert entre vos data et l'onde radio est émise, et bien se décide aussi du type de MIMO qui va pouvoir être exploité. On va le voir juste après. Le MIMO là a redonné un coup de puissance encore supplémentaire à cette transmission. Mais voilà, le PHI c'est tout ça, c'est la couche physique, c'est-à-dire c'est le moment où on est sur de la data, le moment où on va passer sur de la radio. Au lieu de continuer cette explication qui va être complexe, on va aller sur cette analogie, ça va être beaucoup plus simple. Je vous rappelle juste que en termes d'amélioration, on avait donc ce 6 Go 9 qui était à une vitesse maximum, on avait les 8 flux et on a eu les canaux de 160 MHz. Donc nous sommes passés de 40 à 80 à 160 MHz, on va le voir un petit peu plus bas. Et puis le QAM qui est passé lui à 256 QAM. Les QAM, pour rappel, ce sont les symboles qui transportent, c'est la modulation avec le nombre de bits qui est transporté dans le symbole. Là, il y a 256. Je vous avais fait une analogie, je crois, dans les versions précédentes du Wi-Fi, avec des marcheurs qui transportaient des cailloux dans leur sac à dos. Et là, c'est à peu près la même chose. Le marcheur est le symbole. Dans le symbole, il y a des points. Chacun de ces points est codé selon les redondances ou pas de paquets. Et à l'arrivée, ça vous fait un transfert à chaque fois un peu plus rapide. C'est comme ça qu'on arrive à augmenter évidemment cette vitesse. En termes de bandes, on a donc en Wi-Fi 5 deux bandes, 2, 4 et 5. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas des points d'accès ou des routeurs qui n'étaient pas tribandes. On pouvait avoir des routeurs bibandes. Dans ce cas-là, il y avait du 2,4 GHz et du 5 GHz. Mais on pouvait avoir des routeurs qui avaient même deux radios, et je dis bien des radios, donc c'était vraiment des émetteurs, des radiofréquences de 5 GHz. Alors soit ça servait, on va le voir un petit peu plus bas, à densifier le signal, soit ça pouvait répondre aussi à des problématiques de DFS, ça pouvait aussi répondre juste à des problématiques de mesh, c'est-à-dire de réseau mesh
Alors ça, on y reviendra dans une autre vidéo, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Mais en tout cas, on pouvait avoir, comme je vous l'ai indiqué ici, une radio en 2,4 GHz et puis 2 radios en 5 GHz. Chacune émettait dans des canaux différents, hein. Bon, on verra ça un petit peu plus loin. La portée typique et même théorique, plus que typique, j'aurais dû plutôt vous mettre théorique que typique. En intérieur, il y a toujours la problématique du DFS, selon les canaux qui sont utilisés, utilisables, hein, selon où vous êtes, parce que c'est aussi souvent des contraintes géographiques ou des contraintes d'environnement, de voisinage, qui font qu'on utilise des canaux ou pas. Gardez à l'esprit que selon les types de canaux, eh bien, en intérieur, en 5 GHz, on allait aux alentours de 20-35 mètres maximum. Donc, ce qui est pas mal, au sein d'une entreprise, ça peut ne pas faire beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Après, bah voilà, il y a les réseaux mèches pour aller étendre cette capacité d'émission dans de bonnes conditions au sein de votre entreprise. On étend le réseau mèche en ajoutant comme ça des points d'accès. À l'extérieur, en champ libre, donc champ libre supposé sans interférence, 35 à 70 mètres, bon c'est pareil, c'est pas forcément folichon, mais voilà, si vous aviez une manifestation à faire à côté de votre entreprise, ça suffit normalement largement. Portée typique du 2,4 GHz, 30 à 45 mètres à l'intérieur et 90 à 120 mètres à l'extérieur. Je vous le répète peut-être une dernière fois, en tout cas une fois de plus, le Wi-Fi en 2,4 GHz a une pénétration plus importante de tout ce qui est obstacle, donc va beaucoup plus loin, il est beaucoup moins rapide, mais il va beaucoup plus loin, c'est ce que l'on peut voir ici. Cette partie-ci, je reviens sur cet aspect de compatibilité, le Wi-Fi 5 fait avec l'existant, c'est-à-dire que l'existant, ce sont des clients 2,4 GHz, ce sont aussi des clients évidemment en 5 GHz, ça va avoir une compatibilité descendante, donc c'est la raison pour laquelle si vous avez des devices dans votre entreprise qui sont plus vieux que du Wi-Fi 5, bah, ils vont pouvoir sans doute se racoler ou se coller au Wi-Fi 5, mais voilà, ils bénéficieront pas des avancées. Néanmoins, il y a cette compatibilité descendante. De même, si vous avez des périphériques Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, vous pouvez aussi vous coller sur des points d'accès ou des routeurs en Wi-Fi 5, seulement, bah voilà, hop, vous n'aurez que les technos embarqués dans le Wi-Fi 5 et la vitesse, la performance du Wi-Fi 5. Ce qu'on voit ici à nouveau, c'est qu'on a du 802.11 AC, hein, qui est donc la techno en Wi-Fi 5, et puis on a du 802.11n en 2,4 GHz, c'est-à-dire que là on hérite, c'est du Wi-Fi 4 finalement, qui est la radio et du Wi-Fi 4, dans la borne de Wi-Fi 5. On peut avoir en option cette deuxième radio qui va émettre également en 5 GHz sur des canaux différents, hein, parce que sinon ça mettrait un peu le bazar. Mais voilà, capacité backhaul dédiée, donc ça peut être un retour finalement à votre réseau quand vous êtes en réseau mesh. Et puis ça peut être une meilleure résilience DFS, parce que quand on a des problématiques de DFS, c'est-à-dire on s'est aperçu qu'on n'arrêtait pas d'avoir des déconnexions au sein du 5 GHz, et bien quand on a un point d'accès avec une deuxième radio en 5 GHz, on peut commencer à planifier justement ce repli, ce retour sur du 5 GHz qui est déjà planifié, donc c'est un repli qui ira beaucoup plus vite en cas de déconnexion DFS. Vos clients vont pouvoir passer sur la deuxième radio 5 GHz. Maintenant, voilà, c'est une solution de repli, c'est pas merveilleux, mais c'est déjà beaucoup si vous êtes souvent confronté, on va dire, à des problématiques de DFS. Et alors maintenant, pour parler de l'évolution du Wi-Fi 4, le Wi-Fi 5, Wave 1 et Wave 2, je vous ai fait ce petit tableau comparatif qui va nous permettre de voir l'énorme évolution qu'on a eu justement en termes de débit, de canaux, etc. Alors, petit rappel, Wi-Fi 4, donc on est en 802.11n, nous avions des canaux d'une largeur de 40 MHz et on est passé en vague 1 à 80 MHz, donc là le débit a forcément été plus ou moins doublé, hein, comme vous avez pu le voir et vous le verrez juste en dessous. En vague 2, on est passé à des canaux de 160 MHz. En termes de modulation, donc la modulation, vous savez, c'est l'histoire que je vous avais un peu simplifiée la fois précédente, du marcheur avec son sac à dos, les cailloux dans le sac à dos, et selon le nombre de cailloux dans le sac à dos, eh bien vous aviez plus ou moins donc de data qui était transférée d'un point A à un point B. Et bien là, on est passé de 64 QAM à 256 QAM dans la vague 1 ou dans la vague 2, et 256 QAM, forcément le symbole est plus large, il transporte plus de data, avec de la redondance dedans ou pas pour la sécurité d'acheminement de ce flux, peu importe, en tout cas il transporte plus, donc ça peut être soit plus robuste s'il y a beaucoup dans le codage, et bien justement de la redondance de paquets, soit plus rapide si on met moins de redondance et plus de data
au sein de ce symbole. Et bien là, on est passé de 64 à 256 QAM, ce qui fait qu'en termes de débit, justement, la vitesse par flux, le fameux PHI dont je vous parlais tout à l'heure, est passé de 150 à 433 et à 866. Et bien à 866, essentiellement lié au fait qu'on avait des canaux qui potentiellement étaient plus larges. Mais c'est vraiment pas la seule amélioration du Wi-Fi 5. Il ne faut pas que vous reteniez qu'une histoire de vitesse, c'est aussi une histoire de mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement, j'entends vous parler ici du MIMO, Multi-Input, Multi-Output. Vous savez, c'est la possibilité qui est offerte si les périphériques sont compatibles d'émettre plusieurs flux en même temps entre un périphérique et le routeur ou le point d'accès. Et bien là, le MIMO a eu une grosse avancée. Jusqu'à présent, on pouvait émettre en single user, c'est-à-dire il y avait un seul utilisateur à la fois qui pouvait utiliser ce MIMO. Eh bien, on pouvait émettre jusqu'à 4 flux. Donc, jusqu'à 4 flux pouvaient être transférés d'un point d'accès à un autre point d'accès ou vers un périphérique. Là, maintenant, la norme a poussé le truc plus loin, c'est jusqu'à 8. Il faut toujours entendre le jusqu'à parce que là, jusqu'à 4, bien souvent, c'était plutôt 1, 2, donc jusqu'à 2. Et là, on avait typiquement, souvent, jusqu'à 3 flux en single user, donc un seul utilisateur à la fois, donc c'était l'un après l'autre. C'est souvent un concept qui revient dans le Wi-Fi, étant donné que c'est une transmission radio. Dans cette transmission, il y a des technos qui sont exploitables. Là, en l'occurrence, le MIMO SU, ou le SU MIMO, ne pouvait exploiter sur une transmission qu'un seul client à la fois, mais en revanche, on a monté le nombre de flux qui pouvaient être acheminés en même temps jusqu'à 8 flux. Ça n'a pas changé avec la vague 2, si ce n'est que typiquement, on avait des points d'accès qui étaient un peu plus costauds et on avait typiquement jusqu'à 4 flux qui pouvaient être acheminés à la fois vers un périphérique ou vers un autre point d'accès. Là où est vraiment le gros changement, c'est le MU là, que vous voyez ici. On est passé du single user à du multiple user. Et ça, c'est juste énorme. Parce que, encore une fois, comprenez bien que le Wi-Fi jusque-là communiquait avec un poste, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est-à-dire que sur une transmission, eh bien, il transmettait à l'un, puis à l'autre, etc. Là, il va pouvoir faire du multiple user. Alors, pas en vague 1, mais par contre, en vague 2, là, nous avions jusqu'à 4 clients simultanés. C'est-à-dire que lors d'une émission, c'est-à-dire que la radio en Wi-Fi 5 GHz, je vous précise bien, elle pouvait émettre vers 4 clients à la fois un certain nombre de flux, typiquement jusqu'à 8 flux. Bon, évidemment, ça ne sera pas jusqu'à 8 flux avec chacun de ses clients, mais en revanche, on pouvait faire jusqu'à 2 flux par client et jusqu'à 4 clients. Donc ça, c'est quand même une énorme avancée. Sur une seule transmission, il y avait des flux qui partaient vers des clients différents. Ça tient aussi à un autre point qu'on va aborder juste après, c'est le beamforming qui est devenu explicite, mais j'y reviens après. Exemple courant donc d'usage, nous avions en Wi-Fi 4 du 2x2, c'est-à-dire que même si la techno permettait d'aller jusqu'à 4 flux simultanés, eh bien nous avions souvent 2 flux qui étaient envoyés à chaque fois à un seul client. Là typiquement, on avait donc du 300 mégabits seconde, 2 fois 150 mégabits par flux, et puis quand on est passé à du 2x2 mais 80 MHz, ça nous a amené à 867, et puis alors quand on est arrivé avec des canaux de 160 MHz, 2 fois 2 flux, ça faisait 1,73 gigabits seconde. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on commençait à taquiner le gigabit, pas trop de comparaison à faire avec le câble réseau, mais malgré tout, avec l'unité de 1 gigabit, on dépassait cette capacité de 1 gigabit seconde, ce qui était donc juste énorme. Maintenant, je reviens juste au point que j'ai commencé à vous évoquer. Pourquoi on est arrivé à avoir ce type de débit? Alors pourquoi il n'est peut-être pas unique, la raison n'est peut-être pas unique, mais c'est en grande partie parce que le beamforming que je vous propose de réaborder sur ce petit tableau, eh bien, est devenu explicite. Jusque-là, il était, on va dire, pas obligatoire. Il était en plus assez en best effort en termes d'efficacité. Il n'y avait pas vraiment de mesure. Vous voyez, c'était plus de la déduction qu'autre chose. Là, avec le beamforming explicite, la chose a radicalement changé parce que c'est une mesure qui est faite entre le point d'accès et le client pour savoir réellement où est le client. Car je vous le rappelle, le beamforming a pour objectif d'adresser le signal, le flux, d'une façon vraiment très axée sur le client. C'est-à-dire que les flux, au lieu d'asphalter un petit peu tous vos bureaux, eh bien, ils sont dirigés exactement là où est le client pour économiser de l'énergie et pour
augmenter l'efficacité pour être moins sujet aussi à tout ce qui est perturbation, c'est-à-dire que si le spectre voyez, radio est moins large en termes de diffusion et qu'au contraire il est plus concentré, bah, vous évitez pour autant aussi les interférences. Ce petit calcul, je voulais indiquer ou rappeler ici, c'est qu'avant le beamforming était implicite, c'est-à-dire qu'en gros c'était une sorte de devinette, et il devinait plus exactement où était le client et il orientait les ondes au mieux vers le client. Maintenant, avec le beamforming explicite, l'AP, donc le point d'accès, demande au client de faire des mesures, de réaliser des mesures et de lui retourner justement eh bien, les informations d'SNR et de MCS. Alors je vous engage à voir les vidéos précédentes pour avoir une réponse peut-être à des questions de qu'est-ce que c'est le SNR et qu'est-ce que c'est le MCS. Quoique le MCS, on va y revenir en fin de vidéo. Eh bien, après, avec cette mesure, nous avions donc une localisation beaucoup plus précise du client. Alors le client, si c'était un ordinateur fixe ou en tout cas quelqu'un qui ne bougeait pas avec son smartphone ou son PC portable, eh ben c'était facile, ça ne bougeait pas. Mais rendez-vous compte que dans les entreprises, il y a de plus en plus de smartphones et aussi de plus en plus de PC ou d'ordinateurs portables, quel que soit le type d'OS, bouge. Voilà, donc avoir un beamforming qui soit explicite, ça a énormément de sens et d'avantages au sein d'une entreprise parce que vous bougez avec votre PC portable et ça vous permet par exemple de tenir une visioconférence avec la même qualité de service alors qu'avant, sans beamforming explicite, eh bien, ça pouvait largement déconner. Là, vous aviez vraiment quelque chose qui était très amélioré au niveau, par exemple, hein, des visioconférences ou de la téléphonie sur IP. Bon, on va dire que si vous faites des appels GSM via la voie sur IP, donc c'est via votre réseau Wi-Fi, là, ça a du sens, évidemment, d'avoir du beamforming explicite. Donc, comme je vous l'ai mis sur ce tableau, avec l'implicite, eh ben, c'était variable et parfois, voire même peut-être souvent inefficace. Avec l'explicite, les mesures étant faites en quasi-permanence, eh bien, vous aviez quelque chose qui était précis et efficace. Et ça a donc été standardisé dans le Wi-Fi 5, alors que dans les autres Wi-Fi précédents, surtout donc le Wi-Fi 4, c'était quelque chose qui était possible, mais ce n'avait pas été standardisé, ça n'avait pas été homogénéisé aussi au niveau des fabricants. Le petit point que je vous rajoute ici sur le MIMO dans la version Wave 2 devient le multi-user, multi-input, multi-output, jusqu'à 4 clients servis en parallèle, c'est-à-dire qu'un point d'accès qui est en 4x4 peut arroser 4 clients en 1x1. Alors comme ça, on se dit, oh, un flux, bah oui, mais c'est 4 clients en même temps. Vous voyez, il a qu'un flux, mais c'est 4 clients en même temps. Et si vous aviez 2 clients, vous aviez 2 flux en même temps. Donc il y a une réelle avancée. Puis alors si vous aviez 8 x 8, bon, en l'occurrence, ça serait plus des clients, ça serait sans doute des points d'accès. Et donc après, bah, si vous aviez 3 clients, vous pouviez avoir 3 flux en même temps, ça fait 6, et c'était à peu près le maximum parce que sinon on dépassait la norme. Et donc, ce que je vous ai ajouté ici, c'est que au-delà, le 5e et le 6e client, bah, on retrouve un airtime partagé, c'est-à-dire un temps d'antenne qui est partagé, ça sera chacun à son tour. Donc comme on l'avait en Wi-Fi 5 vague 1 ou encore mieux en Wi-Fi 4. Pour aller un peu plus loin, petit rappel déjà sur le roaming. Le roaming au niveau du Wi-Fi 5 a vraiment là eu une sorte de maturité. Encore une fois, beaucoup de choses se normalisent, beaucoup de choses sont appliquées et applicables parce qu'on a aussi un Wi-Fi qui s'améliore en termes de stabilité, de robustesse, et on a aussi des protocoles, donc comme on dit souvent KVR, qui sont en fait 3 protocoles différents, 802.11k, 802.11v, 802.11r. Chacun de ces protocoles va améliorer soit la diffusion des voisins en fait qu'on va avoir au sein d'un réseau d'entreprise. Le KVR est utilisé pour tous les réseaux mesh. Les réseaux mesh vont se baser là-dessus pour que vos périphériques, quand ils passent d'une borne à une autre, passe de cette borne à une autre très rapidement, ou de ce point d'accès à ce point d'accès très rapidement, et avoir zéro latence entre le moment où il change de cellule, c'est-à-dire de zone d'émission, où le point d'accès peut émettre sur cette zone-là, et puis l'autre point d'accès qui est à côté émet sur une cellule qui chevauche légèrement. Sur ce chevauchement, on va avoir justement ce 802.11 KVR
AVR qui va faciliter le passage d'une zone, d'une cellule à une autre cellule. Voilà. On a dans le Wi-Fi 5 la résilience DFS grâce aux tribandes, aux bornes Wi-Fi 5 qui sont tribandes, sinon ça n'apporte pas plus de résilience si vous avez que du 2.4 et du 5. Mais si votre point d'accès Wi-Fi 5 intègre du 2.4 et deux radios de 5 GHz, eh bien la deuxième pouvait soit servir à renforcer un peu le signal, soit servir, on va dire quelque part, de secours en termes de DFS. Je vous ai mis ici un petit rappel en termes des mégahertz qui sont utilisables en indoor et en outdoor. Bon, je vous laisserai lire ça c'est juste là pour un rappel technique. Alors maintenant, je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo que j'allais revenir sur un point qui peut être confusant quand on parle de MAC. La MAC, est-ce que c'est la MAC adresse ou c'est une couche réseau? À quoi ça correspond? J'ai voulu revenir sur ce point-là. J'espère que ça ne va pas être plus confusant encore, mais quand on parle de tout ce qui est transmission, il y a différents termes qu'il faut avoir en tête. Et ces différents termes, je vous les ai reposés sur cette petite liste. Donc, le médium, qu'est-ce qu'on appelle le médium en Wi-Fi? Eh bien, c'est la voix. Alors, je vous l'ai fait sous forme d'une analogie. On va la voir en dessous. Donc, le médium, c'est la voix, c'est-à-dire que c'est l'air, voyez, qui va supporter le trafic radio entre votre périphérique et un point d'accès. Donc là, je vous l'ai représenté comme le rail du métro. Voilà. La tram, c'est ce qui transporte les passagers d'un point à un autre. Donc ça englobe vos données. Il n'y a pas que vos données dans la tram, mais ça englobe vos données. Donc vous avez PHI, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler le contrôleur. C'est celui qui va agencer ce qui est dans cette fameuse communication, qui va dire, en fonction du CSMA, en fonction de tout un tas de perturbations, de possibilités de ton périphérique et du point d'accès, on va avoir cette modulation qui va être adoptée. On va être dans ces canaux qui sont exploitables. Cette technologie MIMO, le short GI, vous savez, c'est le temps entre chaque émission ou réception de paquets. Le beamforming, il va être comme ça. Voilà, c'est ce qui va appliquer finalement à la couche physique, donc au transfert de vos datas sur l'onde radio. La méthodologie de communication entre votre périphérique et le point d'accès au sein du médium, donc dans cette fameuse voie qui est aérienne. La couche MAC, donc la couche MAC, ça n'a rien à voir avec une MAC adresse. Dans, on va dire, une communication, vous avez des MAC adresses. Des MAC adresses, la MAC adresse déjà de votre périphérique Wi-Fi, vous pouvez avoir minimum 2 MAC adresses, c'est-à-dire si vous cherchez à administrer votre point d'accès Wi-Fi, vous avez la MAC adresse de départ et la MAC adresse de destination. Donc la source et la destination. Puis si vous passez sur des bornes qui vont faire transiter, donc vous allez par exemple chercher une destination qui serait votre serveur, votre NAS, etc. Vous avez dans ce cas-là potentiellement 2, 3, 4 MAC adresses qui vont être dans votre tram. Voilà, des MAC adresses de destination, des MAC adresses intermédiaires jusqu'à la MAC adresse destination finale. La couche MAC, c'est elle qui décide quand on parle et qui parle. C'est donc le régulateur, en gros, qui dit c'est à toi de parler, qui est-ce qui parle, toi tu vas attendre, etc. Ça va ordonnancer les communications. C'est essentiellement à base d'écouter justement qui doit parler. C'est les back-off, c'est-à-dire pendant combien de temps les autres doivent se taire pour pouvoir émettre ou recevoir des paquets. C'est la notion aussi de QoS, donc la qualité de service qui va être à appliquer à cette communication. Donc voilà, la couche MAC n'est pas du tout une MAC adresse, c'est plutôt quelqu'un qui va réguler chacun à son tour de parler, chacun à son tour d'attendre pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences, voire même qu'il n'y ait pas d'interférence au sein de cette communication. Le SNR, donc je vous l'avais dit tout à l'heure, je vous ai remis ici, je ne m'en souvenais plus, donc c'est le rapport signal-bruit, quel est le rapport entre la puissance du signal et le bruit qu'on peut avoir. Donc plus c'est bruyant, plus on ralentit et on simplifie la modulation, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de transporter un QAM par exemple de 256. Si on voit qu'il y a énormément de bruit dans votre réseau Wi-Fi, ça va descendre un petit peu. Le MCS, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la modulation et le schéma de codage, c'est-à-dire que quel QAM en gros est exploité et sous quel schéma de codage, quelle est la répartition data et redondance dans ce fameux transfert. Donc là, je vous ai appelé ça la densité de passagers par RAM. Plus on tasse, plus il faut un SNR élevé, c'est-à-dire un rapport signal-bruit élevé. Dans ce cas-là, on est avec du 256
QAM avec un codage de 5/6. Bon, vous pourrez trouver plus d'informations sur Internet que ce que je vous dis là. Là, j'essaye de vous avancer un petit peu les explications. Elles sont parfois un petit peu simplifiées, mais voilà, on est sur des bases solides. Au niveau de la couche Mac, donc couche Mac veut dire Medium Access Control, donc c'est celui qui contrôle l'accès au médium. Vous voyez le fameux médium que je vous ai décrit plus haut. Eh bien, ça veut dire que qui va discuter avec le point d'accès. Donc là, je vous ai mis une petite techno qui est donc le CSMA/CA sans RTC ou CTS ou avec, alors je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, mais voilà, avec. Donc là, il y a une réservation qui est faite, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de back-off qui a été mis. À un moment donné, c'est toi, tu vas arrêter de discuter, c'est à l'autre de discuter. Et puis, ces temporisations, une fois qu'elles vont être régulées avec donc la couche Mac, eh bien, vont permettre d'acheminer correctement vos paquets. Ça n'a donc définitivement rien à voir avec une MAC adresse. Pour terminer cette vidéo, justement, je m'attarde là sur le médium partagé. Donc, vous voyez cette fameuse autoroute invisible quelque part entre vos périphériques et vos points d'accès, ou les points d'accès entre eux. Et donc, on revient sur cet aspect, le médium partagé qui écoute à chaque fois s'il peut ou pas discuter en fonction du temps d'antenne, en fonction des interférences, en fonction que les autres clients discutent ou discutent pas. Ce qui a pour intérêt dans ce schéma-là, c'est de vous faire comprendre que le point d'accès en mode multi-user MIMO, eh bien, peut émettre sur un même transfert, donc une même communication, des flux simultanés et vers des clients différents. Donc les STA que je vous ai mis ici, ce sont des clients. Eh bien, peut là, dans le cas présent, émettre 4 flux sur un même transfert. Le beamforming implicite va faire qu'on va pouvoir vraiment cibler ces clients-là et le faire en même temps. Voilà. Pour vraiment finir cette fois-ci cette vidéo, rappel quand même, avec un tri-band, on peut donc faire déjà une sorte de backup qui va prendre en compte les problématiques de DFS. On a aussi évidemment la possibilité en Wi-Fi 5 vague 1 ou vague 2, on va surtout parler de la vague 2, de planifier un petit peu ce qu'on va utiliser comme canaux. Ça sert à rien, par exemple, de paramétrer des canaux de 160 MHz dans votre point d'accès si vous voyez que finalement vous avez plein d'interférences, 160 MHz mais qui n'arriveraient jamais à acheminer les paquets correctement. Il vaut peut-être mieux faire des paquets de 40 ou de 80 MHz qui, eux, auront plus de possibilités de s'acheminer correctement entre le point d'accès Wi-Fi et votre périphérique que s'obstiner finalement à travailler en 160. Donc, comme je vous l'ai indiqué ici, les 20-40 sont super stables parce que la largeur des canaux font qu'on arrivera facilement à acheminer les datas. En revanche, 80-160, si vous êtes perdu au milieu de la pampa, tant mieux, là vous avez personne autour de vous, vous pourrez utiliser sans aucun problème ces canaux-là. Voilà, il faut le faire dans de bonnes conditions. Un petit rappel rapide sur ce qu'on avait à l'époque dans les réseaux filaires cette fois-ci. Donc le gigabit est omniprésent au sein des entreprises et ça vaut mieux parce qu'en Wave 1, avec le débit qui a fortement augmenté, il faut avoir évidemment des points d'accès Wi-Fi qui soient en gigabit. Et là, vous voyez, on commence à avoir un peu la logique de l'importance du câblage au sein d'une entreprise. C'est bien beau d'avoir des Wi-Fi qui vous donnent des débits chaque fois astronomiques. Si à l'arrivée, vous n'avez pas des câbles réseau qui sont adaptés, le retour dans votre cœur de réseau ne sera pas du tout dans le débit annoncé par votre point d'accès. Et enfin, on a de plus en plus l'adoption du 2,5 gigabits, voire même du 5 gigabits Ethernet. Je vous parle de ça évidemment en Ethernet, ça pourrait être en fibre optique, mais là on est sur d'autres types de réseaux. Donc là, en Ethernet, on évite comme ceci, d'avoir un goulet d'étranglement avec le Wave 2, donc la vague 2, qui a augmenté ce débit. Si vous étiez en 1 gigabit, alors là, en vague 2, ça servait à rien du tout d'avoir ce type de point d'accès parce que le débit s'écroulait tout de suite après, eh bien, à la borne, le raccordement réseau de la borne Wi-Fi. Alors, le PoE plus devient de plus en plus courant. Pourquoi? Pour alimenter ces fameuses bornes, parce que ces bornes, il n'y a pas qu'elles qui sont en PoE, mais ces bornes consommant un petit peu plus d'énergie, eh bien, on arrive à avoir un PoE plus qui va donner plus d'énergie à ces bornes-là, qui va permettre de maintenir finalement la consommation électrique
qui est entamé par ces flux qui sont de plus en plus rapides, ça consomme plus, ces bornes consomment plus, donc on a de plus en plus de switches qui sont en PoE+, et donc adaptés aux bornes 3x3 flux ou 4x4 flux qu'on trouve de plus en plus au sein des entreprises. Voilà. Cette vidéo aura été, comme la précédente, un petit peu longue. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, c'est l'objectif de ces vidéos. Dans la prochaine vidéo, on va aborder le Wi-Fi 6. Cochez bien ou cliquez bien sur la petite cloche pour avoir la notification, sinon ça ne sert à rien. À l'heure où je vous fais cette vidéo, on est presque à 110 000. Donc soyez sympatoches. Abonnez-vous, mettez-nous à 110 000, pourquoi pas après cette vidéo. Vous pouvez aussi consulter d'autres vidéos qu'on va vous mettre à droite et à gauche qui seront des vidéos sur des sujets parfois un petit peu différents, mais tout aussi sympathiques, je l'espère en tout cas, à regarder pour vous. N'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à commenter. Dites-moi si vous avez appris des choses. Dites-moi s'il y a eu des petites erreurs, ça peut arriver dans ce genre de vidéo. Dites-moi s'il vous a manqué quelques informations et surtout, allez sur notre site web. D'ici quelques temps, on va vous mettre donc en ligne sur notre page blog que vous avez avec le petit picto bleu clair là, que vous avez tout en haut à droite de notre site web. On va vous mettre sur notre page blog cet article, il y en a déjà d'autres, donc n'hésitez pas à les consulter. Vous pouvez même vous inscrire pour recevoir automatiquement après l'information qu'il y a un nouvel article dans notre page blog. Bon bref, pas mal de choses à vous dire en cette fin de vidéo, mais je vais conclure cette vidéo en vous disant merci de l'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis changez vos bornes Wi-Fi, pourquoi pas en Wi-Fi 7. Allez, à bientôt.